Donc, dans votre parcours, vous étiez censé voir, c'est-à-dire le module de gestion de projet. Et donc, le module de gestion de projet, depuis le début du mois de juin, vous avez commencé à aborder de façon pratique un peu la gestion de projet. Et vous avez, au fait, voilà, ça n'a pas été vraiment des leçons théoriques parce que chacun de vous a été mis dans un cas pratique de montage de projet. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir un autre volet de la gestion de projet. Voilà. Donc, puisque ce séminaire est très important et souvent très demandé par beaucoup de personnes qui font, voilà, qui font gestion de projet. Donc, justement, l'invitation a été également envoyée à plusieurs personnes qui vont resuivre également cette, voilà, cette rediffusion pour mieux cerner au fait comment est-ce qu'on planifie les projets. Alors, oui, bienvenue. Donc, bienvenue à ce séminaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui vont resuivre la vidéo en bac, donc je suis Anissa Nanitelagno. Je suis spécialiste en gestion de projet, gestion financière, audit de projet, coaching, formation en entrepreneuriat et développement personnel. Donc, ça fait 9 ans que j'exerce ce métier. Depuis, comme j'aime souvent le dire, depuis toute petite, j'ai cette fibre entrepreneuriale, j'aime la gestion de projet et aussi j'aime vraiment voilà, impacter là où je suis, dans mon entourage, partout là où je pars, que ce soit dans le milieu, à l'école, quand j'étais à l'école ou à la maison ou au travail ou même à l'église. J'aime au fait impacter mon environnement. J'aime impacter, booster les gens au fait à créer quelque chose, à créer de la valeur ajoutée dans ce qu'ils savent faire. Et aussi, voilà, je me proposais souvent de leur aider vraiment à bien planifier ça, à bien planifier les projets ou bien les buts qu'ils vont voilà, réaliser ou qu'ils vont mettre en place. Donc, c'est un peu ça ma passion, ma spécialité. Et donc, j'exerce également dans ce métier et également, je donne des formations dans ce métier pour pouvoir outiller d'autres personnes qui veulent faire comme moi, qui veulent aider d'autres personnes en gestion de projet, en audit de projet. Audit, c'est tout simplement faire l'évaluation quand le projet est déjà mis en place. Et aussi, j'ai aussi un background financier et financier comptable. Justement parce que dans tout ce qui est projet, il y a la notion financière qui est très importante à tenir en compte. Donc, c'est pourquoi j'ai, dans mon parcours, voilà, j'ai associé tout ce qui est finance, tout ce qui est comptabilité. Et justement, également, je forme aussi dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est à cause de cette passion-là que j'ai créé GoFar. Parce que justement, je voulais aider beaucoup de startups, beaucoup d'entrepreneurs à mettre en place quelque chose. Mais surtout, mon fardeau le plus grand, c'est vraiment, oui, mettre en place quelque chose, mais grandir. Grandir, c'est-à-dire ne pas créer quelque chose et puis abandonner. Moi, je n'aime pas ceux qui créent quelque chose et qu'ils abandonnent. Je suis toujours de ceux qui, quand vous commencez quelque chose, c'est bien de commencer, mais c'est bien de bien terminer. Si tu commences quelque chose et tu t'arrêtes en chemin, au fait, tout ce que tu as fait, c'est multiplié par 0. Donc, c'est toujours bien. Tu commences quelque chose, il faut le terminer. Et je suis de ceux-là qui encouragent vraiment à terminer leur projet et surtout à vraiment toujours chercher à s'améliorer. Voilà. Et donc, à part ça, à part GoFar,
puisque je vous ai dit que j'aime beaucoup les projets, donc je suis également fondatrice de beaucoup d'autres entreprises, dont My Mobile Cash, que certains connaissent déjà. J'ai cofondé My Mobile Cash avec d'autres partenaires, d'autres actionnaires. C'est une société de transfert d'argent qui, voilà, qui facilite les transferts du Congo vers le Sénégal et vice-versa. Et nous faisons aussi d'autres services connexes pour faciliter vraiment tout ce qui est collecte de fonds. Je suis également la fondatrice de IAHA. C'est un centre qui propose des services pour la famille, des services de bien-être, des services de pharmacie, des services de consultation, des services, divers services vraiment pour le bien-être de la famille. Et voilà, j'ai également mis en place des petites activités génératrices de revenus parce que justement, en fait, comme on encourage, il est très important de pouvoir avoir plusieurs sources de revenus en même temps. Voilà, donc je suis dans beaucoup d'autres activités comme Forever, comme le commerce. Je fais aussi du commerce. Je fais du transit aussi. Je fais du transit pour tous ceux qui veulent faire voyager leurs produits voilà, du Sénégal vers le Congo. Je fais également tout ce qui est blogging, et tout ce qui est crypto-monnaie. C'est une des activités que je fais. Et je suis également dans le secteur de la coiffure. Voilà, avec, pour tous ceux qui connaissent, l'île des Coiffures. C'est une plateforme qui met en relation les coiffeurs et les clients et qui permettent vraiment de répertorier tous les coiffeurs dans la localité, de prendre des rendez-vous en ligne, etc., etc. Donc, vous comprenez avec moi que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat et donc, tous les jours, je suis en train de pratiquer la gestion de projet. Voilà. Donc, mon objectif aujourd'hui est vraiment de vous montrer un volet de la gestion de projet. Et donc, durant ce temps, on va voir d'abord c'est quoi un projet. Je sais que certains peut-être connaissent déjà. On va recadrer ça. On va recadrer aussi les composantes d'un projet. On va recadrer aussi le but, c'est-à-dire l'objectif de ce soir, la planification des projets. Et enfin, on va voir quelques outils efficaces pour planifier un projet. Voilà. Et justement, comme il faut bien commencer et on va bien terminer par une conclusion. Voilà. Alors, la définition qu'on donne souvent au projet, il y a beaucoup de personnes qui ont défini les projets, donc beaucoup de personnes justement qui ont dit voilà, ce qu'ils comprennent des projets. OK? Excusez-moi. Voilà, donc je disais, la définition d'un projet, au fait, varie en fonction de certaines cibles. Il y a certaines personnes, au fait, qui disent, au fait, un projet, c'est un ensemble d'activités, c'est-à-dire quand on organise quelque chose, on veut organiser une activité et pour organiser cette activité, on le déroule en plusieurs phases, OK? Et notre but vraiment, c'est de pouvoir atteindre quelque chose derrière ces activités qu'on veut organiser. En fait, ça, c'est certains qui définissent un projet. Il y a d'autres, au fait, qui disent, au fait, un projet, c'est une activité justement qui part d'un point de départ
en mettant beaucoup, voilà, beaucoup des objectifs à atteindre, toujours dans le but de vraiment atteindre une finalité. C'est-à-dire, on met en place quelque chose, on commence par un point de départ et on sait l'objectif qu'on veut atteindre. Il y a d'autres également qui définissent le projet comme justement une entreprise temporaire. Un projet, c'est une entreprise temporaire et donc l'objectif est de créer quelque chose d'innovant. OK? Et tout simplement, le dictionnaire nous dit qu'un projet, c'est lorsqu'on veut atteindre, voilà, quelque chose, on veut atteindre un but. Par exemple, j'ai envie de voyager, c'est un but. J'ai envie d'aller en Europe, c'est un but. C'est le but que je veux atteindre, c'est un projet. Ou alors, j'ai envie de satisfaire mes clients par rapport à, je ne sais pas moi, leurs besoins de manger. C'est un but que je veux atteindre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le projet. Une autre définition, c'est-à-dire un projet, c'est lorsqu'on a une idée de quelque chose à faire et on veut le présenter dans des grandes lignes. Donc, vous voyez, au fait, le projet, c'est vraiment quelque chose qui part, on a un point de départ et on a plein d'activités au milieu à atteindre ou bien à mettre en place pour atteindre le but pour lequel on a mis en place ce projet. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la définition du projet. Donc, si vous voulez retenir quelque chose de plus simple, c'est vraiment lorsque on met en place quelque chose et on veut vraiment atteindre un but. On veut atteindre un but et on présente les grandes lignes pour lesquelles, en fait, on veut réaliser ce but. Voilà, ça, c'est de façon vraiment ramassée, de façon très simple. OK. Alors, dans le projet ou dans les projets, il y a plusieurs composants. Donc, comme je disais tantôt au début, on a vu ce qu'on appelle le montage de projet avec chacun, ceux qui suivent le programme de formation assistant de gestion bilingue. Donc, ils ont été mis dans des cas pratiques de gestion de projet, c'est-à-dire dans les cas pratiques plutôt d'une composante de la gestion de projet, c'est-à-dire le montage carrément, le montage du projet. En fait, c'est une étape où on met en place voilà, un plan, si vous voulez, comme ça. Le but vraiment de ce plan est que de permettre à des bailleurs, à des investisseurs ou à n'importe qui de pouvoir vous donner les moyens nécessaires pour mettre en œuvre votre projet. Voilà, c'est la partie du montage du projet. Donc, pour que ces bailleurs-là puissent voir ce que vous voulez comme projet, ou bien si on va dans le terme simple, c'est-à-dire vous avez envie d'aller en Europe ou au Brésil, eh bien, il faut, par exemple, s'il y a quelqu'un qui dit, OK, qu'est-ce que tu veux que je te finance? Vous lui dites, OK, moi, je veux que tu puisses me financer un voyage au Brésil. Mais il a besoin, c'est-à-dire des détails. Qu'est-ce que tu veux aller faire au Brésil? Comment est-ce que tu vas aller? Ça va coûter combien? Et c'est très important. C'est cette étape qu'on appelle le montage du projet. Très souvent, on voit des personnes qui aiment souvent demander de l'argent. C'est souvent dans nos associations, à l'église ou bien dans certaines communautés. Ils disent, OK, on veut construire quelque chose. On veut mettre en place quelque chose. OK, d'accord, vous avez un projet, mais comment est-ce que vous allez le faire? Lorsque vous demandez toujours de l'argent à des gens, il faut que vous puissiez bien, c'est-à-dire mettre les étapes de votre projet, dire qu'est-ce que vous allez faire concrètement, parce que les gens qui vont vous donner leur argent, ils ont besoin de savoir où leur argent va partir. Ils ont besoin de savoir ça parce que justement, il y a beaucoup de gens qui demandent de l'argent et s'il faut qu'on donne de l'argent à vous et pas à une autre personne, il faut que vous puissiez expliquer clairement qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent. Et également, il faut que vous puissiez les convaincre que votre projet est très intéressant ou bien que votre projet a de la valeur. Si c'est un projet social, par exemple, vous voulez construire quelque chose, une habitation pour recevoir, par exemple, des gens qui vont arriver à cause de la pluie. OK, vous expliquez pourquoi vous voulez le faire et vous expliquez dans le montage de projet combien il vous faut pour ça. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font.
à peine le mois dernier, je pense, on nous avait demandé de l'argent pour construire, je pense, il y avait un mariage, je crois, quelque chose comme ça, et on nous a demandé de l'argent pour contribuer à construire, je crois, une maison, quelque chose comme ça. Et, euh, et les personnes, on leur a demandé, OK, vous voulez le faire, OK. Ils ont dit, d'accord, le projet, c'était de construire, d'arranger pour que les pluies ne puissent pas voilà, déranger les personnes qui vont vivre à l'intérieur et ils vont recevoir les personnes qui viendront au mariage. OK, d'accord, c'est une bonne idée, OK, pour mettre à l'aise les personnes que vous invitez, d'accord. Maintenant, combien il vous faut? Ben, les personnes n'avaient pas défini, ils disent juste donnez ce que vous voulez. Alors là, ça, c'est la phrase à ne même pas dire lorsque vous demandez un projet. Pour une personne sérieuse, il faut que vous fassiez un budget. Il faut que vous dites, OK, pour construire ça, pour arranger ça, il me faut ça, 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 ça. Si vous dites donnez ce que vous voulez, alors là, la personne va vous dire, OK, ça veut dire quand je veux vous donner, vous allez vraiment pas bien gérer et ça, c'est pas intéressant du tout. Et justement, dans le montage de projet, on a besoin de savoir ça. Et après, quand on va vous donner de l'argent, on a besoin également de pouvoir vérifier voilà, est-ce que vous avez réellement fait ce que vous avez demandé et aussi comment est-ce que vous avez fait ça. Vous devez donner quand même un petit rapport aux personnes qui vous ont donné de l'argent. Voilà, donc ça c'est si vraiment on parle dans un cas social. Maintenant, si on parle dans un cas business, c'est la même chose. Si vous demandez de l'argent aux banques, aux bailleurs et tout ça, il faut toujours bien expliquer votre projet. Donc ça, c'est la partie montage de projet. Donc maintenant, après le montage de projet, il y a ce qu'on appelle la planification des projets juste ici. Cette étape, au fait, il s'agit d'identifier les tâches à réaliser, c'est-à-dire vous voulez par exemple construire quelque chose, une maison, une habitation, OK? Vous voulez construire une maison, une habitation, donc il faut que vous puissiez planifier les tâches. Vous commencez par quoi? Vous commencez par aller chercher du sable, aller chercher du ciment, convoquer la main-d'œuvre. Il faut que tout soit bien planifié, des tâches bien exécutables dans le temps. Et il faut les hiérarchiser. Il faut mettre également la durée pour qu'on sache combien de temps va durer chaque tâche. OK? Et aussi, il faut attribuer des personnes derrière. Voilà. Un instant. OK. Alors, donc ça, c'est comme je disais, l'étape de la planification. Et donc, dans l'étape de la planification, ici, l'objectif est vraiment d'avoir un calendrier. Donc, tu ne peux pas mettre en place un projet si tu n'as pas de calendrier. Sinon, tu ne pourras pas savoir où est-ce que tu es parti. Vous vous rappelez, on a dit la définition d'un projet, il faut un point de départ et un point d'arrivée. Donc, tout ça, c'est dans un calendrier de projet qu'il faut le reconstituer. Ensuite, la troisième composante d'un projet ou de gestion de projet, c'est l'évaluation. C'est-à-dire, après avoir monté votre projet, après avoir planifié, vous évaluez. Vous évaluez, est-ce que vous avez pu atteindre ce que vous vous êtes fixé comme objectif depuis le début dans la mise en œuvre et est-ce que vous avez pu atteindre les résultats que vous avez voulu mettre en place. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle, au fait, les composantes d'un projet. OK? Alors, donc, notre objectif aujourd'hui est de ne pas, on a déjà vu avec vous le montage, la partie montage, comment on monte un projet, les différentes étapes qu'il faut, OK, pour monter un projet. Aujourd'hui, nous allons voir, au fait, comment on planifie un projet. OK? Donc, l'objectif de ce soir, c'est de vous emmener à comprendre comment et pourquoi on planifie un projet ou des projets et vous montrer également certains outils efficaces qu'on utilise pour planifier les projets. OK? Alors,
pourquoi est-ce qu'on planifie un projet? Tout simplement parce que, comme je dis, il faut jamais garder les idées que vous avez dans votre tête. Oui, il y a certains qui disent, oh ouais, je veux construire quelque chose, ou bien je veux créer voilà, une entreprise, mais toutes les idées sont dans ma tête. Non, non, non. Il ne faut jamais garder les idées dans la tête. Il faut les formaliser dans un document bien écrit. Le document que vous savez, le business plan. Et dans le business plan, il y a ce qu'on appelle le plan d'action du projet. Donc, il faut le formaliser. D'accord? Donc, justement, planifier un projet, ça permet de formaliser un peu tout ça. Le deuxième pourquoi, c'est que quand vous planifiez votre projet, vous pouvez voir la portée de l'effort. C'est-à-dire, lorsque vous avez, par exemple, dit, pour mettre en place, bien pour construire ma boutique, je dois commencer par amener du sable, ensuite je vais acheter du ciment, ensuite je vais faire ceci, faire cela. Et donc, quand vous avez planifié ces différentes étapes, vous allez mettre des durées. Vous allez mettre, par exemple, pour acheter du sable, il me faut une journée. Pour acheter du ciment, il me faut 2 jours. Et maintenant, à la fin, vous allez voir, OK, comment est-ce que les efforts que vous avez fournis pour mettre en place votre projet, vous allez voir vraiment tout ça derrière. Or, si tout ça, ça reste dans votre tête, vous allez même pas voir que vous avancez. Et c'est pourquoi c'est très important de planifier un projet. C'est aussi très important de planifier un projet parce que ça vous permet justement, OK, il y a une petite erreur ici, de définir ou d'affiner les objectifs de toutes des actions que vous voulez mettre en place. Donc, si vous avez des objectifs à atteindre, dans le planning de votre projet, vous allez les mettre. OK? Maintenant, s'il y a des corrections à faire, s'il y a des modifications, vous allez tout simplement affiner vos objectifs. Par contre, si vous n'avez rien planifié du tout, ben, vous ne pourrez rien voir. Tout est dans votre tête comme soi-disant, mais après, vous allez tout oublier. OK? Donc, la planification du projet permet aussi de déléguer parce que justement, quand on planifie un projet, on n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de mettre en place des projets tout seuls, mais comme on dit, l'union fait la force. Et c'est très important de travailler en équipe. Même si c'est vous qui avez eu l'idée de projet, mais il faut que vous puissiez coopter des personnes pour travailler ensemble avec vous. Et justement, les personnes qui vont travailler ensemble avec vous, vous allez les déléguer certaines tâches et vous allez suivre. Vous allez suivre, ça va éviter des risques, ça va éviter certaines erreurs. Enfin, pourquoi il faut planifier un projet, c'est pour que vous puissiez vous adapter au changement. Alors, pourquoi s'adapter au changement? Eh bien, parce que, comme on dit, l'homme propose et c'est Dieu qui dispose. Vous avez peut-être planifié quelque chose, mais Dieu dispose des choses d'une autre façon. Donc, c'est important, quand il y aura des changements, vous allez voir, OK, moi, j'avais planifié faire ceci, OK, mais il y a eu des changements de circonstances, de prix ou je ne sais quoi, et ça va vous permettre de vous adapter à ces changements. Mais si vous n'avez rien planifié, vous ne pourrez vraiment rien voir concernant les changements et les changements vont vous bouleverser d'une certaine façon, vous allez carrément abandonner. Donc, planifier un projet, c'est très, très, très important. OK? Alors, comment on planifie un projet? Donc, il y a beaucoup d'étapes très importantes à mettre en place pour pouvoir planifier un projet. Il faut bien sûr bien comprendre les objectifs, les périmètres du projet et les livrables, c'est-à-dire si vous avez un objectif de, je garde l'exemple de construire une maison. On va construire une maison, par exemple, pour une maison d'hébergement pour les cas sociaux. C'est un exemple. On va garder cet exemple jusqu'à la fin. Alors, vous voulez construire cette maison. Donc, votre objectif, c'est vraiment, par exemple, de construire, je dis n'importe quoi, 4 chambres. 4 chambres et que les 4 chambres puissent être carrelées. Voilà, tous les équipements à l'intérieur, le plafond et tout.
Et donc, les personnes à qui vous avez demandé de l'argent, ils vous ont donné l'argent nécessaire pour pouvoir construire une maison de 4 chambres. Et donc, eux, ils veulent voir à la fin les 4 chambres que vous avez construites. Les photos, ils vont voir les photos. Ils veulent voir, vous avez demandé des carreaux pour chaque chambre, vous avez demandé de la peinture, vous avez demandé, donc ils veulent voir tout ça. Et donc, pour planifier votre projet, il faut que vous puissiez bien comprendre les objectifs. OK? C'est votre idée, c'est vrai, c'est vous qui avez eu l'idée, mais il peut arriver des cas où on vous a tout simplement associé à ce projet. Donc, si quelqu'un vous invite dans son projet, il faut que vous puissiez comprendre quels sont les objectifs de ce projet-là. Quels sont les livrables, c'est-à-dire quels sont les résultats qu'on veut atteindre à la fin de la mise en place de ce projet. Et pour le cas de la construction d'une maison d'hôtes, de cas sociaux, donc les résultats, c'est de voir une maison de 4 chambres salon bien carrelée. Donc ça, ce sont les livrables. Et justement, il faut bien comprendre ça. Si vous ne comprenez pas bien les objectifs, vous ne pourrez pas bien planifier votre projet. Deuxième étape, dans comment planifier un projet, il faut définir les tâches à réaliser. Et comment on définit les tâches à réaliser? Ça, c'est en fonction, c'est-à-dire, OK, vous voulez construire une maison pour les autres. Donc, la maison, comment est-ce que vous allez construire la maison? Vous commencez par quoi? Et justement, vous aurez besoin d'un architecte, vous aurez besoin de quelqu'un qui va vous dire, OK, pour construire une maison, il faut d'abord du sable, il faut ensuite acheter du ciment. Je dis n'importe quoi, ce ne sont que des exemples. Et donc, pour chaque tâche, vous allez savoir que pour cette tâche-là, par exemple pour le sable, il me faut tant de personnes et il faut tant de sable, telle quantité de sable. Donc, tout sera bien défini. Donc, ces tâches-là, il faut bien les définir. Ensuite, la troisième étape pour bien planifier un projet, il faut estimer la durée de chaque étape. OK? Donc, vous avez besoin de rassembler du sable. Le sable, pour assembler du sable, il vous faut combien de temps? S'il vous faut 2 jours, vous mettez la première étape, il me faut 2 jours pour assembler du sable. Ensuite, vous avez besoin d'acheter du ciment. Combien de temps il vous faut pour acheter du ciment? Vous dites par exemple, il me faut juste une journée. Vous mettez une journée, et etc., etc. Ça, c'est très important aussi dans le comment planifier un projet. La quatrième chose à faire pour planifier un projet, c'est vraiment d'ordonnancer les tâches. Quand on dit ordonnancer les tâches, c'est de mettre les tâches de A à Z. Il faut que les tâches soient bien, soient faites de façon chronologique. Parce que si c'est fait en désordre, vous allez être embrouillé dans votre planning. OK? La cinquième étape, c'est justement d'attribuer les ressources à chaque tâche. Quand on dit les ressources, ça peut être les ressources humaines, ça peut être les ressources matérielles, ça peut être également les ressources financières. OK? Donc, pour chaque tâche, par exemple, pour la tâche rassembler du sable, il faut par exemple 2 ou 3 personnes. Et les 2 ou 3 personnes, comment est-ce qu'ils vont faire pour avoir du sable? S'il faut acheter du sable quelque part, ça va leur coûter combien? Il faut le mettre. S'ils ont besoin des brouettes pour ramener du sable ou bien d'un camion pour ramener du sable, la location du camion, ça va leur coûter combien? Donc, tout ça, il faut vraiment attribuer tout ce qu'il faut comme ressources. Comme je dis, les ressources, c'est les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. OK? Voilà. Donc, au fur et à mesure que j'avance, si vous avez des questions, notez-les et on va les prendre ensemble à la fin. Notez-les, s'il vous plaît, de peur de perdre les idées. Si vous avez des questions, si vous avez quelque part, vous n'avez pas compris, vous notez quelque part, que ça soit, vous pouvez écrire même dans le chat ou alors vous notez dans votre bloc-notes quelque part pour ne pas que vous puissiez oublier parce que je suppose qu'il y a certaines notions qui sont peut-être étrangères ou nouvelles pour chacun. OK? Ensuite, l'étape, c'est-à-dire la 6e étape pour bien planifier un projet, donc il faut construire un calendrier. OK? C'est un calendrier, c'est comme les calendriers que vous voyez, mais tout simplement, le calendrier sera fait de façon différente. On va voir tout ça quand on va progresser un peu plus devant. OK? Et l'autre chose dont vous avez besoin,
très important, c'est d'utiliser un logiciel de gestion de projet. Oui, parce que aujourd'hui, comme j'aime souvent le dire, la technologie nous encourage, nous facilite les choses. Il y a beaucoup de choses maintenant qui sont dans le digital qui sont très, très utiles pour nous permettre de gagner du temps. Et justement, on doit utiliser ces logiciels-là. À l'époque, on n'utilisait que des cahiers ou alors on n'utilisait que des feuilles, des sables, tout ça. Mais maintenant, les logiciels sont là pour nous aider à gagner du temps. Et justement, pour être vraiment très efficace, il faut utiliser un logiciel. Et pour bien planifier, il faut utiliser un logiciel de gestion de projet. OK? Alors, les outils, quels sont les outils pour bien planifier votre projet? Il existe plusieurs outils nécessaires pour planifier un projet. Il y a des outils d'analyse, les outils de prévision, OK? Les outils de budget, les outils de scénario à envisager, OK? Les outils de probabilité et les outils de solutions alternatives de projet. Donc, tous ces outils-là, je peux dire, ces grandes caractéristiques, ça vous permet de maîtriser les contours de votre projet. Et il y a plusieurs outils pour chaque caractéristique d'un projet. Il vous faut analyser le projet pour bien comprendre. Vous vous rappelez, je vous ai dit, parfois, c'est vous qui avez initié le projet, ou alors parfois, on vous a justement appelé pour intervenir dans un projet, mais pour que vous puissiez bien planifier votre projet, il faut que vous puissiez comprendre les objectifs, que vous puissiez analyser. Et justement, pour analyser le projet, il y a des outils très intéressants pour faire cette analyse. OK? Il y a également des outils très intéressants pour faire des prévisions. Vous êtes invité à un projet de construire une maison d'hôte et il vous faut faire des prévisions pour voir est-ce que quand vous allez construire ça, ça sera bien fait ou bien comment vous allez prévoir de mettre telle chose pour éviter telle chose. Ça, ce sont les outils de prévision. Il y a aussi les outils de budget. Ben, les outils de budget, c'est tout simplement tout ce qu'on utilise pour faire tout ce qui est finance, pour voir combien le projet va vous coûter dans l'ensemble. Et ça aussi, c'est très important. OK? Il y a également les outils de scénario à envisager, c'est-à-dire, ça, c'est pour vous permettre, parce que comme on dit, hein, vous pouvez planifier quelque chose, mais il y aura des changements, il y aura des imprévus. Et justement, il faut que vous puissiez avoir des hypothèses A et des hypothèses B, bien des hypothèses à la hausse et des hypothèses à la baisse. Comme ça, si voilà, s'il y a un changement ou un imprévu, vous ne serez pas trop surpris parce que vous avez déjà planifié ce genre de scénario. Et il y a aussi des outils de probabilité. Les outils de probabilité, c'est justement certains outils pour éviter certains risques. Parce que quand vous mettez en place un projet, il peut y avoir plusieurs risques. Par exemple, si vous voulez construire une maison, il y a des risques. Il y a les risques, par exemple, que l'argent qu'on vous donne ne suffise plus. OK, ça, c'est un risque. Il y a des risques tels que les personnes qui vont travailler dans votre projet, eh bien, voilà, il arrive que quelqu'un tombe malade ou quelqu'un ne peut plus continuer dans le projet. Ça arrive. Et donc, ces genres de risques-là, si vous les planifiez bien, vous allez prendre des solutions, justement des solutions alternatives pour faire face à certains changements ou à certains risques. OK? Voilà, donc ça, c'est un peu tout ce qu'il faut comme outil pour planifier les OK. Alors, là, je vous ai mis quelques outils qui sont très intéressants. Ça, c'est un outil pour
pour l'analyse, un outil d'analyse quand vous voulez mettre en place un projet ou planifier, vous voulez analyser les causes profondes, c'est-à-dire qu'est-ce qui a poussé la personne à mettre en place ce projet-là. Ou alors, ça vous permet d'analyser, même si c'est votre propre projet, ça vous permet de comprendre qu'est-ce qui vous a réellement poussé à mettre en place ce projet. OK? Et là, c'est cet outil d'analyse. On appelle ça le diagramme en arête de poisson. Vous voyez, c'est comme un poisson, une arête de poisson. Quand vous mangez le poisson, vous voyez, il y a un peu des arêtes un peu comme ça. C'est justement pourquoi on appelle ça le diagramme en arête de poisson. Celui qui a créé ça, il s'appelle, je crois, c'est Ishikawa. Ishikawa, c'est un nom bizarre comme ça. Mais le plus important, c'est que ce diagramme vraiment vous permet de détecter pourquoi est-ce que vous voulez mettre en place ce projet. OK? Vous voyez, pour tracer le diagramme, vous mettez d'abord une flèche qui part comme ça au centre. OK? Vous tracez la flèche ici centrale. C'est-à-dire, dans la flèche centrale, vous mettez le problème. OK. Vous avez dit que vous voulez construire une maison d'hôtes pour recevoir des cas sociaux, des réfugiés et tout ça. Le problème, il faut que vous détectez le problème. Qu'est-ce que vous voulez résoudre en construisant cette maison d'hôtes? Alors, vous dites, le problème véritable, c'est que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'abri. C'est un exemple. Ou alors, il y a beaucoup de personnes qui, je dis n'importe quoi, qui sont des enfants de la rue. Et vous voulez construire une maison pour les accueillir. OK? Donc, le problème, c'est il y a des enfants qui sont sans domicile fixe, qui sont dans la rue. Ça, c'est le problème central. Vous le tracez ici. OK? Et maintenant, dans les arêtes, ici, vous allez mettre les causes. Pourquoi est-ce que les enfants de la rue, ou bien pourquoi les enfants sont dans la rue? Pourquoi il y a plusieurs enfants qui n'ont pas de domicile? La première cause, allez dire peut-être il y a certains parents qui n'ont pas assez de moyens pour accueillir ces enfants et donc, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et l'autre cause, vous allez mettre ici, peut-être parce que ces enfants ont perdu leurs parents, ils ont perdu papa, maman, ils n'ont personne, donc ils vivent dans la rue, donc ils n'ont nulle part où aller. L'autre cas que vous pouvez mettre ici, ils sont dans la rue peut-être parce qu'il y a eu la guerre dans ce pays-là et donc leurs maisons ont été détruites avec la guerre, donc ils n'ont plus d'endroit où vivre. OK? Une autre cause que vous pouvez mettre encore, pourquoi ils sont dans la rue? Parce que peut-être ils ont eu à voler et on les a punis, on leur a dit, OK, allez-y dans la rue, mais maintenant, en pleine rue, ils ont changé, ils ont compris la leçon, mais les personnes qui les avaient accueillis ne veulent plus les recevoir. OK? Vous pouvez mettre une autre cause. Donc, vous voyez un peu, le diagramme en arête de poisson vous permet de voir véritablement est-ce que ce que vous êtes en train de faire, c'est très important ou c'est utile? Est-ce que les gens vont voir l'utilité de votre projet? Si les gens ne voient pas l'utilité de votre projet, ça sera difficile pour les gens de pouvoir comprendre pourquoi vous êtes en train de construire cette maison-là. OK? Donc, ça, c'est un outil d'analyse. Le diagramme en arête de poisson. Alors, il y a un autre outil d'analyse, c'est les 5 pourquoi. OK? Ça, c'est inspiré un peu, vous voyez, quand vous êtes avec un enfant, pour ceux qui ont l'habitude de côtoyer les enfants, quand vous dites à un enfant quelque chose, vous dites à l'enfant, OK, on va partir voir grand-mère. Il va vous dire pourquoi on va aller voir grand-mère. Après, vous allez dire non, parce que grand-mère est malade. Et il va encore vous dire pourquoi grand-mère est malade. Vous allez dire que grand-mère souffre de la tuberculose. Il va vous dire, mais c'est quoi la tuberculose? Il va vous poser des questions jusqu'à ce qu'il puisse être satisfait. Et justement, cet outil-là, ça vous permet vraiment de poser toutes ces questions-là pour voir véritablement est-ce que votre problème a un bon fondement. OK? Alors, votre véritable problème, vous voulez construire un abri
ou bien une maison pour recevoir des personnes sans abri, mais pourquoi est-ce que vous voulez construire ça? La première raison, vous allez dire, OK, parce qu'il y a beaucoup de sans-abri. OK, mais pourquoi il y a beaucoup de sans-abri? Vous allez dire, OK, il y a beaucoup de sans-abri parce qu'ils n'ont pas, voilà, ils ont perdu leurs parents. OK, vous continuez, mais pourquoi ils ont perdu leurs parents? Eh bien, ils ont perdu leurs parents peut-être parce qu'il y a eu un accident ou il y a eu une guerre. Mais pourquoi il y a eu une guerre? Bon, vous voyez, vous êtes en train de continuer avec les pourquoi jusqu'à ce que vous puissiez trouver vraiment la satisfaction à votre problème. Et justement, cet outil est très important lorsque vous voulez planifier votre projet. OK? Alors, il y a également cet outil qui est très intéressant qu'on appelle l'outil de c'est l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, ça vous permet de voir les forces et les faiblesses de votre projet. D'accord? Donc, lorsque vous voulez, ou bien votre projet est déjà mis en place et vous voulez voir est-ce que lorsque vous allez le mettre en place, votre projet a des forces, a des faiblesses ou a des opportunités ou a des menaces. Par exemple, vous voulez construire une maison pour les sans-abri. Quelles sont les forces de votre projet? Ben, vous allez dire, OK, les forces que nous avons, c'est que nous avons, par exemple, des partenaires prêts à nous accompagner. Oui, ça, c'est très bien. Non, là, on va dire que c'est une opportunité parce que c'est quelque chose externe à votre projet. OK? Alors, les forces, on va dire, OK, vous voulez construire une maison. Les forces, vous allez dire, tous les outils pour construire une maison sont accessibles, par exemple, à Zingashore. Vous n'avez pas besoin d'aller forcément à Dakar pour acheter tous les outils. Ça, c'est une force. C'est une force de votre projet. Une autre force, c'est que vous avez tout le personnel qu'il faut pour pouvoir construire la maison. Donc, vous n'avez pas besoin de recruter d'autres personnes. Ça aussi, c'est une force. OK? Une faiblesse, quelque chose qui va nuire à votre projet, c'est peut-être OK, en construisant le projet ou bien en construisant la maison, il y a l'endroit où vous allez construire voilà, il y a peut-être, je dis n'importe quoi, il y a des marécages. Et donc, il faut vraiment, vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir bien assainir l'endroit pour que ça soit vraiment une bâtisse stable. Là, c'est une faiblesse, par exemple. Une autre faiblesse, vous n'avez pas d'ingénieur civil dans votre équipe. Ça, c'est une faiblesse. OK? Les opportunités, c'est vraiment tout ce qui est externe, tout ce qui va venir peut-être impacter votre projet, mais qui n'a rien à voir avec votre projet. OK? Donc, les opportunités, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas assez de partenaires pour vous soutenir dans votre projet. Ça, c'est une opportunité. Vous avez assez de partenaires, par contre, plutôt. Et si vous n'avez pas assez de partenaires, ça, c'est une menace. OK? Une autre opportunité, d'accord? Une autre opportunité que vous pouvez avoir dans votre projet, dans ce projet-là, c'est que, par exemple, l'État a mis en place des choses pour pouvoir accompagner toutes les personnes qui sont sans abri. Donc, si l'État a mis en place des choses pour accompagner des gens qui sont sans abri, ça veut dire que votre projet, si vous le présentez un jour à l'État, l'État peut vous financer ou l'État peut vous accompagner ou vous appuyer. Donc, ça, c'est une opportunité. Par contre, une menace, si l'État ne veut rien avoir, ou bien comme par exemple, si l'État veut, si vous êtes en train de construire quelque chose pour les réfugiés de guerre et l'État ne veut pas que les réfugiés de guerre restent, par exemple, à Zingashore, je dis n'importe quoi, ça, c'est une menace, OK? Donc, c'est un peu ce qu'on appelle l'analyse SWOT. Donc, vous faites un peu l'analyse de votre projet pour voir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. D'accord? Il y a également un autre outil qui est très intéressant. Ça, c'est les outils de probabilité. Vous avez vu, on a vu dans les outils, il y a les outils d'analyse. Il y a les outils de probabilité, c'est-à-dire c'est pour voir un peu tous les risques qui peuvent arriver à votre projet. OK?
il peut arriver que vous, les risques, par exemple, que les gens de votre équipe puissent se faire du mal, puissent se blesser. Ça, c'est un risque. Et vous allez mettre ici la probabilité sur une échelle de 1 à 10. Combien, quelle est la probabilité que votre équipe puisse se blesser? Vous allez dire, OK, vu le matériel qu'on utilise, je pense que mon équipe ne va pas vraiment se blesser. Donc, la probabilité est de 2. OK? Ça, c'est la probabilité. Alors, vous allez continuer, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, vous dites qu'il y a un risque, par exemple, d'incendie, OK, dans la zone. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité qu'il y ait de l'incendie dans votre zone là et ça va vous empêcher de construire votre projet? Vous dites, OK, puisqu'il n'y a pas de machine autour, il y a vraiment rien qui peut causer l'incendie. Donc, la probabilité est, par exemple, sur 1 à 10, on va dire 3. OK? Alors, sur une échelle de 1 à 10, vous dites non, un autre risque qui peut survenir. Le risque qui peut survenir, c'est par exemple les marécages. OK? Que tout ce que vous avez construit puisse s'affaisser à cause de l'eau de pluie. Et donc là, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que les pluies puissent vous empêcher de construire votre maison? Vous avez par exemple dit la probabilité est de 9. OK? Donc, justement, vous allez mettre la probabilité de 9 et avec tout ça, ça vous permet vraiment de, vous voyez, vous calculez le nombre de risques potentiels. Vous allez mettre la probabilité ici sur une échelle de 1 à 10. Vous allez mettre l'impact. OK, l'impact aussi, c'est une façon de calculer quel est l'impact, c'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10, quel est l'impact sur votre projet? Est-ce que ça va impacter de 100 ou ça va impacter de 500 ou de 9 ou de 10? C'est à vous de mettre l'impact. Et après, vous allez maintenant calculer, comme on dit, pour calculer le score du risque, vous mettez la probabilité fois l'impact. Si ici, vous avez mis 2, ici, vous avez mis 2 aussi, ça va faire 2 fois 2, 4. Ça veut dire le score, c'est un risque qui a un score au chiffre 4. Ça veut dire que si, par exemple, pour les pluies, c'est 9 et ici, l'impact, vous allez mettre aussi 9, ou bien, oui, je dis pas, je dis n'importe quoi. Si ici, les pluies, la probabilité, c'est 9 et l'impact, vous mettez ici, par exemple, 2 ou je ne sais pas, on va mettre 2, par exemple. Ici, ça sera 18. Ici, ça sera 4. Ça veut dire que le plus gros risque que vous allez avoir, c'est le risque des pluies. Et donc, il faut que vous puissiez trouver une solution par rapport à ce risque-là. Est-ce que vous acceptez ce risque? Est-ce que vous l'évitez? Est-ce que vous le transférez? Est-ce que vous l'atténuez? Par exemple, pour le risque de pluie, est-ce que vous l'acceptez? Vous dites oui, on n'y peut rien, on va accepter ce risque. Mais non, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est-à-dire, on va regarder la météo à chaque fois. Donc, chaque matin, avant d'aller construire, on va regarder la météo pour voir s'il n'y a pas de pluie. On ne va pas sur le terrain pour aller construire. OK? Alors, s'il y a des imperméables, OK, qui peuvent également vous aider, vous mettez, on va acheter des imperméables. Ou alors, s'il y a d'autres trucs que vous pouvez mettre comme solution, vous allez mettre ça aussi ici. Donc, tout ça, ça vous permet vraiment de pouvoir voir certaines probabilités de risque qui peut arriver à votre projet et de voir un peu comment est-ce que ça aura un impact et voir les solutions que vous pouvez trouver par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment dans la planification de votre projet. OK? Alors, il y a également cet outil. Cet outil, c'est un outil pour les solutions. C'est un outil pour les solutions, c'est-à-dire lorsque vous avez vu qu'il y a un risque qui est survenu, vous avez prévu qu'il y ait par exemple le risque des pluies et je prends par exemple le risque que quelqu'un tombe malade dans votre équipe. OK, il y a un risque que quelqu'un tombe malade dans l'équipe. Par exemple, celui qui tombe malade, c'est celui qui avait un rôle principal. Et donc, s'il tombe malade, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez une solution pour le remplacer. Parce que si vous n'avez pas prévu une solution pour le remplacer, vous allez être coincé. Il n'y a pas de solution B. Alors là, justement, cet outil-là va vous permettre de planifier un peu ces changements-là. Vous allez mettre qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? OK.
OK, donc si vous allez mettre ce qui va changer. Donc, ce qui va changer, c'est par exemple le personnel que vous avez pris qui est tombé malade. Donc, vous allez recruter une autre personne. Par exemple, soit la personne va tomber malade, ou la personne va démissionner, ou la personne aura quelque chose, donc vous allez prendre une autre personne. Et donc, si vous prenez une autre personne qui va être concernée par ce changement-là, est-ce que le fait que vous preniez une autre personne, ça va bouleverser tout le monde dans l'équipe? Si ça ne va pas bouleverser tout le monde dans l'équipe, vous dites non, ça ne va pas bouleverser les gens. Par contre, si c'était une personne qui avait un rôle principal dans votre équipe et que ça va bouleverser tout le monde, vous devez passer, vous dites, vous allez par exemple mettre ici, tout le monde sera bouleversé et il faut que vous puissiez passer l'information à tout le monde. OK? Et ici, c'est pour voir quel sera le ressenti des personnes qui vont être concernées. OK. Par exemple, si tout le monde sera bouleversé par le fait que quelqu'un est tombé malade et qui ne pourra plus travailler avec vous, ou quelqu'un qui a démissionné et qui ne pourra plus travailler avec vous, vous allez dire, OK, vous allez imaginer, si vous leur annoncez ça, comment est-ce qu'ils vont se sentir? Il y a certains qui vont se sentir, oh, c'était une personne bien, c'était une personne gentille, mais pourquoi elle est partie? Alors, ah, mais pourquoi elle est tombée malade? En fait, il y aura peut-être des ressentis. Donc, c'est à vous d'imaginer ça. C'est à vous d'imaginer comment est-ce que les personnes vont se comporter. Et justement, quand vous allez imaginer les différentes réactions, vous allez peut-être voir comment est-ce que vous allez faire pour gérer ces réactions-là. Par exemple, s'il y a des gens qui vont vous dire, ah, mais pourquoi cette personne est partie? Je pense qu'on ne pourra pas continuer à travailler sans elle. Là, vous allez peut-être prévoir, vous lui dites non, oui, la personne est partie, mais nous avons pris une autre personne qui est plus compétente, qui pourra continuer le travail de construire notre maison. OK? Donc, ça, c'est les réactions que vous allez prévoir parce que justement, il faut rassurer l'équipe. Et comme on dit, quand on fait tout ce qui est planification de projet, comme vous ne travaillez pas seul, vous travaillez en équipe. Et donc, il faut que tout le monde dans l'équipe se sente un peu à l'aise. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient déboussolés, déconcertés. Il faut que tout le monde avance au même rythme que vous. Voilà, c'est vraiment pour vous assurer que vous puissiez atteindre votre objectif de construire votre maison pour les cas sociaux. Voilà. Donc, ça, c'est un outil, vraiment un outil pour les solutions alternatives. OK? On a terminé avec les différents outils de solutions alternatives. Il y a ce qu'on appelle aussi les outils de prévision. OK? Les outils de prévision, c'est un peu, voilà, tout ce qu'il faut comme calendrier. OK? Il faut mettre en place un calendrier ou un plan d'action de projet. Donc, dans le calendrier que vous allez mettre en place, vous allez tracer ça comme ça. Vous pouvez tracer ça sur Excel. Vous mettez sur Excel, vous mettez les tâches, les sous-tâches, les personnes que vous affectez à ces tâches, le temps que les gens vont passer dessus et vous mettez le planning en fonction des mois. Si vous commencez en juillet, vous mettez juillet. Si vous commencez en août, vous mettez août, etc., septembre, octobre, jusqu'à ce que vous terminez votre projet. OK? Vous tracez ça comme ça. Et dans les tâches, vous mettez les premières tâches. Par exemple, on avait dit ici, la première tâche, c'était de rassembler le sable. Vous mettez ici, rassembler le sable. Dans la tâche rassembler le sable, est-ce qu'il y a des sous-tâches? Par exemple, rassembler le sable, il y a des sous-tâches qui peuvent arriver comme sous-tâche. Le fait d'aller contacter s'il y a des entreprises qui vendent du sable, il faut contacter les entreprises qui vendent du sable. S'il faut contacter les personnes qui vont soulever du sable, il faut contacter les personnes qui vont soulever du sable. S'il faut prendre les brouettes ou les voitures, il faut trouver les brouettes et les voitures. Donc, vous voyez, rien que dans cette première tâche de rassembler du sable, il y a beaucoup de sous-tâches. Et dans chaque sous-tâche, vous allez dire, telle personne va faire ça, telle personne va faire ça, telle personne va faire ça. C'est pour le travail vraiment très efficace. Et vous allez également attribuer un temps pour chaque personne. Vous allez dire, par exemple, telle personne qui va aller contacter les entreprises qui vendent du sable, elles peuvent le faire en une journée, OK? Si c'est des tâches qui sont facturables, c'est-à-dire que vous allez les payer, donc vous allez dire, OK, pour ça, je vais lui payer tant. Mais si c'est des tâches gratuites, vous dites, OK, ça, c'est une tâche gratuite, par exemple. Et maintenant, vous allez maintenant tracer ça dans votre calendrier. Ici, le mois de juillet,
vous mettez le nombre de jours et vous mettez ça dans votre calendrier. Vous essayez de jongler. Si vous mettez en vert comme moi, ça veut dire que ce sont des tâches que vous avez peut-être déjà accomplies. Si vous mettez en rouge, ça veut dire que c'est des tâches qui devaient être accomplies et que vous êtes en retard. OK? Donc, c'est à vous de mettre les couleurs qui vous ressemblent ou bien les couleurs qui vous parlent le plus en fonction de l'avancée de votre planning. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le plan d'action. C'est le planning que vous devez mettre en place. C'est un outil de prévision. OK? Et dans ça, il y a également des outils de budget. Alors, je reviens un peu en arrière. Dans les outils de budget, c'est un peu, vous tracez le même tableau et vous ajoutez une colonne ici et vous ajoutez dans cette colonne les prix. Par exemple, si vous dites, OK, le temps que Anissa va prendre pour pouvoir rassembler du sable, je vais lui payer, par exemple, 5 000 francs la journée, vous mettez le prix 5 000 francs. OK? Et vous dites, par exemple, Anissa aura besoin pour rassembler du sable ou bien pour contacter des personnes, elle aura besoin d'une machine ou bien d'un ordinateur ou bien d'un téléphone ou du crédit de 10 000 francs. Vous dites, OK, elle aura besoin du crédit de 10 000 francs. Total, ça fait, pour cette première tâche, ça fait 10 000 plus 5 000, ça fait 15 000 francs. Et vous mettez les prix pour chaque tâche. Et au total, quand vous allez mettre les prix pour chaque tâche, vous allez avoir un prix total. OK? Par rapport à chaque tâche de A à Z. Vous allez avoir les prix de la main-d'œuvre, les prix des outils ou des matériels dont vous avez besoin pour chaque étape. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un exercice que chacun de vous pourra faire. Vous allez essayer de planifier ça. Vous allez prendre comme exercice, vous allez tracer dans un tableau Excel. Vous allez mettre les tâches, les sous-tâches, les personnes que vous allez affecter dans votre projet, le temps que vous allez facturer et vous allez mettre les prix des ressources humaines et les prix des outils ou du matériel que vous allez engager. Voilà, donc vous allez mettre ça et vous allez peut-être mettre un planning, vous allez juste garder un seul mois. OK? Donc, vous allez faire ça et chacun va essayer de le faire en fonction, va prendre un exemple d'un projet. Voilà, moi, j'ai pris l'exemple d'un projet de construction d'une maison pour les cas d'abris sociaux. Chacun de vous, vous allez prendre un exemple d'un projet qui vous tient à cœur et vous allez essayer de mettre jusqu'à, par exemple, 4 ou 5 étapes. Vous allez mettre 4 ou 5 tâches ou étapes, vous allez mettre des sous-tâches, vous allez imaginer des personnes qui vont travailler avec vous. Vous allez mettre le temps que chaque personne va mettre ou la durée. Vous allez mettre les prix que vous allez payer aux gens. Si c'est gratuit, vous mettez aussi gratuit. Et les prix des choses que vous allez acheter, d'accord? Et vous allez mettre le mois, juste le mois de juillet, OK? C'est un peu ça, cet exercice que vous allez faire, d'accord? Ensuite, donc ici, cette vidéo, je pourrais vous la montrer justement après, mais on va passer, je pourrais vous l'envoyer. C'est justement une vidéo qui vous montre un peu comment on fait pour mettre en place le budget. C'est un peu cet exemple que je vous ai pris, mais ça vous explique un tout petit peu mieux. OK? Voilà. Donc, vous avez vu avec moi que planifier un projet, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'exercices, ça demande beaucoup de réflexion. Et heureusement pour nous qu'il y a des logiciels qui existent pour nous faciliter la tâche. Parce que, vous voyez, si vous mettez ce que vous avez mis tout à l'heure ici, si vous faites ce planning-là sur Excel, chaque fois que vous allez avancer, par exemple, si vous mettez ça en juillet, vous commencez à mettre ça le 12 juillet, quand vous allez avancer le 13 juillet, il faut que vous reveniez dans votre tableau Excel pour mettre à jour. Vous revenez dans votre tableau Excel pour mettre à jour. S'il y a des changements, s'il y a des modifications, vous devez venir tout le temps dans votre tableau Excel. Par contre, si vous utilisez un logiciel de gestion de projet, ça sera vraiment plus facile pour vous. Vous allez gagner du temps. Les choses pourront se faire de façon automatique. Vous allez tout simplement voir l'avancée de votre projet. OK? Donc, il y a plusieurs outils ou logiciels qui existent pour bien suivre votre projet. Il y a les tableurs Excel. OK? Ça prend du temps parfois. Il y a les CAP. Les CAP sont aussi des outils que beaucoup d'organisations, d'entreprises ou d'ONG utilisent. Il y a le logiciel qu'on appelle MS Project.
MS Project, je vous ai parlé de ça. Pour ceux qui font la formation assistant de gestion, je vous ai parlé de ça dans votre cours de bureautique. Je vous ai parlé de MS Project. C'est une suite, ça fait partie de la suite Microsoft Office. Et dans ce logiciel-là, il y a ce qu'on appelle le diagramme de Gantt. Et le diagramme de Gantt, ça se présente tout simplement un peu comme ce tableau Excel-ci. D'accord? Vous allez voir, c'est le même cheminement dans le diagramme de Gantt. Et c'est comme ça que ça se présente aussi sur MS Project. Il y a d'autres logiciels comme Zoho Project ou alors sur Odoo. Odoo aussi, il y a un truc qu'on appelle planification sur Odoo. Donc, il y a plusieurs logiciels. Et chaque ONG, si vous êtes dans une ONG, si vous êtes dans un cabinet, ou si vous êtes dans une entreprise, chacun qui utilisera la gestion de projet ou la planification de projet, ils vont vous dire l'outil ou le logiciel qu'ils utilisent. S'ils n'utilisent pas d'outil ou pas de logiciel précis, vous pouvez les proposer un outil ou un logiciel qui est plus facile pour vous. OK? Vous allez leur proposer ça et vous allez leur montrer comment est-ce que ça fonctionne. D'accord? Alors, ça, ici, je vous ai montré un peu le logiciel Zoho Project. Ici, à GoFar, nous utilisons Zoho. OK? Nous utilisons Zoho pour faire beaucoup de choses et justement pour suivre les projets, nous utilisons également Zoho Project. D'accord? Et on utilise également Odoo. Odoo également, nous utilisons pour faire la planification de projets. Donc, vous voyez un peu comment ça se présente, le diagramme, le tableau de bord sur Zoho Project. Vous voyez ici, ça vous permet de voir un peu dans votre tableau de bord toutes les tâches que vous avez pu déjà faire. Vous n'êtes pas obligé de repartir sur votre fichier Excel pour mettre à jour au jour le jour. Si vous faites votre tableau que je vous ai dit sur Excel, vous mettez ça sur Zoho Project avec les dates. Au fur et à mesure, quand vous allez venir, ça va vous rappeler que voilà, il y a des choses que vous êtes en retard, il y a des choses que vous devez faire aujourd'hui, il y a des choses que vous devez faire demain. Ça va vous rappeler ça de façon automatique. Et ça, c'est très bien. Ça vous permet de gagner du temps. Au niveau des tâches ici, c'est là où vous remplissez les tâches de votre... comme dans le fichier Excel, vous remplissez les différentes tâches de votre projet. OK? Par exemple, rassembler du sable, acheter du ciment, etc. Vous rassemblez, vous mettez tout ça ici. Et ici, le Gantt, c'est un peu ce que je vous ai dit, le diagramme de Gantt, c'est ce qui se présente un peu comme le tableau Excel. Ça va vous montrer un peu l'avancée de votre projet. C'est un peu ce qui se passe ici. Voilà, ici, cette partie-là. Vous voyez, à chaque fois, si vous utilisez un fichier Excel, à chaque fois, vous devez venir mettre les couleurs pour venir spécifier que voilà, cette tâche est terminée, cette tâche est finie, etc. Mais si vous utilisez un logiciel de projet, la partie, vous n'êtes pas obligé de revenir mettre les couleurs, mais le diagramme de Gantt qui est automatiquement dans ces logiciels-là vont vous montrer les différentes étapes qui, voilà, avec l'avancée et tout ça. C'est un peu comme ça que ça se présente sur les logiciels. OK? D'accord. Ensuite, ici, documents. Lorsque vous êtes dans le logiciel Zoho Project, OK, documents, c'est si vous avez besoin d'ajouter des documents comme des pièces justificatives pour votre projet. OK? Et ici, les jalons, ce sont ce qu'on appelle les livrables. Par exemple, dans la première étape qui est de rassembler des tâches, il y a des sous-tâches. Il y a des sous-tâches. Les sous-tâches, c'est contacter les personnes ou bien les entreprises qui vendent du sable, etc. Vous mettez ça là. Et l'étape rassembler du sable, les gens ont besoin de voir le sable qui est arrivé là où vous êtes en train de construire. Ça, c'est un jalon, c'est un livrable. Mais dans ce livrable-là, rassembler les tâches, il y a un gros livrable. C'est que les gens ont besoin de voir à la finalité du sable que vous avez rassemblé, que vous avez finalement construit la maison d'hôte que vous voulez construire. OK? Ici, au niveau de la feuille de temps, c'est justement pour vraiment calculer le temps que chacun va passer sur chaque tâche. Ça vous le fait automatiquement. Si vous remplissez les tâches correctement, c'est vraiment intuitif. C'est comme si vous vous baladez sur Facebook ou sur WhatsApp. Vous cliquez juste à gauche et à droite, ils vont vous indiquer qu'il faut remplir ça ou ça ou ça.
Et après, tout le reste du travail se fera automatiquement. Vous n'aurez plus besoin à revenir pour pouvoir suivre, pour pouvoir planifier. C'est un peu ça l'avantage des logiciels. Et à chaque fois que vous êtes en retard, ça vous envoie des notifications dans votre boîte mail, ou alors, si vous devez rappeler à quelqu'un une tâche, ça va l'envoyer automatiquement le rappel par mail. Vous n'aurez plus besoin de lui faire un mail pour dire « Aujourd'hui, c'est toi qui dois faire ça. Il faut que tu puisses faire ça. » Non, le rappel va se faire de façon automatique dans le mail de la personne. OK? Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les logiciels. Donc, il y a plusieurs logiciels qui sont comme ça. Comme je dis, il y a Zoho Project, il y a MS Project, il y a Odoo. Il y a plusieurs logiciels. Et l'autre exercice que vous pouvez faire, c'est d'essayer de pratiquer ça. Vous essayez de taper sur Google Zoho Project. Vous créez un compte gratuit. Vous avez la possibilité de créer un compte gratuit dessus. Et vous essayez de vous amuser à mettre le tableau que vous allez mettre, comme je vous ai dit de faire un exercice, OK? Cet exercice-là que vous allez faire sur Excel, OK? Après avoir fini cet exercice sur Excel, vous allez essayer de créer, par exemple, sur Zoho Project, un tableau, un compte, et vous allez essayer de mettre tout ce que vous avez mis sur Excel sur Zoho Project. Voilà. Donc, ça, c'est un deuxième exercice que vous pourrez faire. Et vous pourrez me l'envoyer justement par mail pour que je puisse voir ce que vous avez pu réaliser. Ici, vous m'associez comme partenaire dans votre compte. Et ici, quand vous aurez fini de faire ce tableau-là, vous me l'envoyez par mail. Vous me l'envoyez par mail, je vais le regarder et je vais analyser, voilà, ce que vous avez pu réaliser. D'accord? Donc, ça, c'est un peu ce qu'on appelle vraiment la planification de projet. Donc, si on doit retenir quelque chose, c'est vraiment vous dire que la planification des projets dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de ressources. Les ressources, que ce soit les ressources humaines, les personnes, parce que vous ne pouvez pas travailler seul dans un projet. Il faut une équipe de 2 ou de 3 ou de plus de personnes. Il faut des ressources matérielles, OK? Les machines, si vous êtes dans un projet qui a besoin de machines, de matériel, ou si vous êtes un projet de cuisine, vous avez besoin de marmites, d'assiettes, etc. Si vous êtes dans un projet qui demande d'autres types de matériel, vous avez besoin forcément de matériel. Vous avez besoin aussi des ressources financières parce qu'il y a certaines personnes qui vont travailler pour vous, vous devez les payer peut-être de façon bénévolat, OK? Ou alors de façon régulière, vous allez les payer, ou alors les machines ou les matériels que vous allez utiliser, vous devez les payer. Voilà. Parce que, comme on dit, il n'y a rien de gratuit dans ce monde-ci maintenant. Tout est payant. Et même quand vous voyez certains trucs gratuits, il y a toujours une contrepartie derrière. OK? Alors, il y a également autre chose qui rentre en compte dans la planification de projet, c'est les parties prenantes. D'accord? Les parties prenantes, ça peut être les bailleurs qui vont vous donner un financement, ou alors les personnes qui vont, les clients que vous allez avoir, ou les personnes qui vont entrer à l'intérieur de, si vous êtes en train de construire une maison, les cas sociaux qui vont venir, ce sont les parties prenantes. OK? Il y a beaucoup de gens également, beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer dans la planification de projet. C'est la charte ou la documentation. C'est très important que vous puissiez avoir une charte. Une charte, c'est comme un code de conduite que vous ne devez pas brûler. Par exemple, vous allez dire, en construisant la maison, vous ne devez pas tomber dans n'importe quel compromis. Si un jour l'État vient vous dire, OK, abandonnez parce que je vais faire quelque chose, ou bien vous devez voilà, me corrompre pour faire quelque chose, vous devez avoir une charte, un code de conduite pour voilà, bien suivre votre projet. Et vous devez également avoir des documentations nécessaires. Si vous avez besoin des autorisations, si vous avez besoin des lettres, si vous avez besoin de beaucoup de choses dans votre planification de projet, c'est très important. C'est vraiment très important que tout ça puisse entrer en compte dans votre projet. Et ça va vous permettre vraiment de réussir votre projet. Et il y a plein d'autres facteurs qui peuvent vous aider à planifier votre projet. Donc, c'est à vous de voir vraiment, en fonction de chaque projet, ça peut varier, et de voir vraiment les outils ou les ressources ou les parties prenantes nécessaires
pour réussir la planification de votre projet et que votre projet puisse vraiment se réaliser. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début? Le but est vraiment que vous puissiez, c'est-à-dire arriver à la fin. Ça, c'est très important. C'est bien de commencer quelque chose, mais c'est encore mieux de le terminer. Si vous commencez quelque chose, vraiment, ne soyez pas de ces genres de personnes-là. Vous avez pris l'initiative de commencer un projet et vous vous arrêtez en plein chemin. Là, franchement, c'est vraiment une attitude, c'est soit une attitude lâche ou alors une attitude de paresse. Parce que tout est à votre disposition pour mener à bien ce projet. Il ne faut pas dire non parce que je n'ai pas assez de ressources, non parce que je n'ai pas assez de personnes ou de moyens financiers. Non, il n'y a rien qui peut vous bloquer. Avec les faibles ressources ou les faibles moyens que vous avez, vous pouvez terminer votre projet. Vous pouvez terminer votre projet. Si votre projet demande trop de trucs costauds, vous pouvez réajuster de telle sorte que vous puissiez réaliser peut-être une première partie de votre projet et au fur et à mesure l'étendre. Mais il ne faut jamais, au grand jamais abandonner. Voilà, ne faites pas ça. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai vraiment beaucoup parlé et je suis maintenant à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des contributions et si vous avez également des témoignages. Voilà. Bienvenue à Dian Saba. Je vous écoute. Si vous avez des questions, si vous avez des contributions, si vous avez des endroits où voilà, vous n'avez pas compris, je suis à votre disposition. Bonsoir, madame. Bonsoir, Dian Saba. Idem Miladou, ça va? J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Bonsoir, Ebenezer. Bon, en fait, ce n'est pas un témoignage, je veux juste dire que l'explication a été très, très claire et précise. Et je pense que le moment, on doit être en mesure de planifier nos projets, de ne pas abandonner. Et aussi, on doit aussi, comment dirais-je, dès maintenant, on doit changer les mentalités. Comme par exemple, quand tu as un projet, tu dis non, je vais garder ça. Moi, j'ai un projet, mais c'est toujours dans la tête. Je n'ai pas écrit ni planifié ou quoi. Ouais. Parce que souvent, c'est comme ça. Entre nous, les jeunes, c'est tous. On discute, on dit que non, j'ai un projet, mais jamais on n'écrit pas. On finit par oublier et faire autre chose d'ailleurs. Et je pense toujours que quand tu ne prépares pas un travail, tu ne pourras pas bien le faire. First, tu vas sauter quelque chose, mais tu vas oublier quelque chose. Ouais, c'est ça. Effectivement, merci Ebenezer pour ce petit témoignage justement qui confirme que c'est très important de formaliser tout ce que vous avez comme projet dans la tête. Il ne faut vraiment pas laisser dans la tête, il faut l'écrire parce que justement, votre tête, vous allez peut-être oublier certains trucs, mais aussi, ça vous permet de commencer quelque chose parce que quand vous laissez ça dans votre tête, vous allez à chaque fois reporter à demain, non demain, non demain. Ça, c'est ce qu'on appelle, j'ai oublié, il y a un mot qu'on appelle, au fait, lorsque celui qui reporte toujours à demain quelque chose. Voilà, ce n'est pas, c'est pas bien. Il faut toujours planifier tout ce que vous faites comme projet. Il y a plusieurs projets, hein. Comme on a donné la définition d'un projet, il y a des projets de voyage, des projets d'études, des projets de création d'entreprise, des projets, même dans une entreprise qui existe déjà,
lorsqu'on veut planifier quelque chose ou on veut mettre en place un nouveau service, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets même dans nos communautés, dans nos maisons, dans nos églises. Il y a franchement beaucoup de projets et il faut toujours formaliser. C'est vrai qu'en fonction de chaque projet, il n'y aura peut-être pas toutes les étapes comme je vous ai dit ici. Ici, c'est vraiment lorsque vous voulez un projet à long terme, mais c'est toujours bien de le formaliser. Et comme ce que voilà, Ebenezer a confirmé, il ne faut jamais abandonner. Si Dieu vous met quelque chose à cœur et que vous avez commencé, franchement, je vous dis, c'est mieux de ne jamais commencer que d'abandonner quelque chose. Parce que non seulement, lorsque vous dites, Dieu vous a mis, je prends le cas que Dieu vous a mis quelque chose à cœur, et vous commencez cette chose. Il dit, vous avez engagé même Dieu dans votre affaire. Vous avez dit, OK, Dieu, je veux faire quelque chose. Je veux ceci. Et lui, il vous met à la disposition toute la sagesse, tous les outils nécessaires pour que vous puissiez faire cette chose-là. Et après, en plein chemin, vous abandonnez, mais vous le prenez pour un ridicule. En fait, Dieu, c'est comme le premier bailleur ou bien le premier, je peux dire, de votre projet. Vous le prenez pour façon ridicule. Et les personnes également que vous allez mettre dans votre projet, franchement, si vous abandonnez, mais franchement, vous allez les décourager. Et peut-être avec Dieu, ce n'est pas comme ça, mais avec les autres, après, ils ne vous feront plus confiance du tout parce que vous avez abandonné. Ils vont dire, bon, celui-là, il commence toujours, mais il ne finit jamais ce qu'il commence. Les prochaines fois, ils ne vous feront pas confiance du tout. Donc, c'est toujours mieux pour vous ne jamais commencer que de commencer et ne jamais terminer. C'est toujours mieux. Commencer et bien terminer. C'est toujours ça. C'est toujours mieux de le faire comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a plus d'autres questions? Je pense pas qu'il y a une question. Pour le jalonnement en gestion de projet, je l'entends souvent. Pardon? Le jalonnement en gestion de projet. Alors, le jalonnement, c'est un peu ce que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure, les jalons. C'est un peu, si je peux dire, les grandes tâches, les grands objectifs de votre projet. Si on prend le cas de l'exemple que je vous ai donné de la construction d'une maison d'hôtes pour les cas sociaux, OK, dans la construction, le gros jalon, c'est vous voulez construire, c'est ça votre objectif, vous voulez construire une maison. Et dans les tâches que vous allez faire pour construire, vous allez rassembler du sable, acheter du ciment, je sais pas, engager un ingénieur, architecte, voilà, modeler, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ça, ce sont les sous-tâches, les tâches, plutôt les grandes tâches. Ensuite, dans les tâches de rassembler du sable, il y a des sous-tâches encore dans rassembler du sable. Il y a, par exemple, dans rassembler du sable, il y a quoi? Contacter les entreprises qui vendent du sable. Il y a, je dis n'importe quoi, voir les personnes qui vont aller chercher du sable, bien du matériel. Donc, tout ça, ce sont les sous-tâches. Maintenant, le jalon, le gros jalon, gros jalon, ou bien le résultat que vous voulez atteindre, c'est construire la maison. Ensuite, l'autre jalon, c'est rassembler du sable. Et donc, les sous-tâches, ce sont les sous-activités, c'est-à-dire contacter les entreprises qui vendent du sable, voilà, etc. Donc, tous ces sous-tâches-là, contacter les entreprises qui vendent du sable ou contacter les personnes qui vont aller rassembler du sable, toutes ces sous-tâches ont un but, c'est d'atteindre le jalon, rassembler du sable et enfin atteindre le gros jalon qui est de construire la maison. Donc, le jalon, en fait, c'est tout simplement la finalité, si je peux dire, le but, bien le livrable que vous voulez atteindre, le résultat que vous voulez atteindre derrière les sous-tâches que vous avez.
Est-ce que avec dit comme ça, tu comprends? Oui. OK. C'est vraiment de façon simplement, voilà, comme ça que tu peux comprendre. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que vous allez faire, comme je vous ai tantôt dit, vous allez voilà, faire un fichier Excel. Dans le fichier Excel, vous allez tracer ceci. Vous allez tracer ceci. Tâches, sous-tâches, les personnes à affecter, le temps facturé, bien le temps ou la durée, si vous voulez. Mettez le prix, c'est-à-dire le prix de la main-d'œuvre et le prix du matériel que vous allez utiliser pour chaque sous-tâche. Et en gros, ici, vous mettez, n'oubliez pas de mettre le titre de votre projet. Chacun de vous, vous choisissez le projet que vous voulez mettre en place. Un petit exemple. Voilà, juste un exemple. Et quand vous allez dérouler les tâches, vous mettez par exemple 5 lignes ou 6 lignes. Vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment très loin. 5 lignes pour accomplir voilà, votre projet. Et dans les 5 lignes, là, les 5 tâches, vous mettez des sous-tâches. Vous mettez les personnes, vous imaginez les personnes qui vont travailler avec vous. Vous pouvez prendre vos équipes, hein, c'est-à-dire Ebenezer, Jamila, Sabra, Jean et puis tout ce monde-là. Et aussi, vous, voilà, vous mettez le temps, la durée pour chaque sous-tâche et le prix. Voilà, vous mettez le prix. Et bon, pour ceux qui peuvent, vous pouvez ajouter également cette partie du mois de juillet. Et vous mettez, quand vous allez commencer voilà, la première semaine de juillet, vous mettez en fonction du calendrier. Vous faites ceci. Ça, c'est le premier exercice. Et vous me l'envoyez. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous me l'envoyez vendredi matin. Vendredi matin, vous me l'envoyez d'ici vendredi matin, vous me l'envoyez par mail. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Voilà. Donc, vous me l'envoyez et puis après, maintenant, ça sera peut-être pour votre exercice personnel. Si vous voulez, comme je vous ai dit, vous créez un compte sur Zoho Project. Voilà, c'est vraiment de façon culture générale, mais de toutes les façons, comme je disais, si vous êtes voilà, retenu parmi les stagiaires qui vont travailler pour la STE, OK, vous allez forcément utiliser voilà, un logiciel et vous allez utiliser le logiciel Odoo qui ressemble forcément au fait à Zoho Project. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va s'arrêter là. Et voilà, je vous dis merci. Merci pour le temps que vous avez passé pour m'écouter. Pour toutes les personnes qui ne font pas partie du programme, qui vont écouter, merci pour la disponibilité et pour, voilà, pour la confiance. Et pour ceux qui sont dans le programme de formation assistant de gestion, comme je disais, c'est votre dernier cours. Donc, les derniers échanges pratiquement que nous aurons ensemble. Donc, je vous dis merci pour depuis le temps que nous avons passé ensemble, depuis janvier jusqu'à ce jour. Voilà, nous avons appris à vous connaître. Nous avons appris à vous connaître, nous avons appris à travailler ensemble, nous avons appris vos défauts, vos forces, vos faiblesses. Au début, vous avez eu à remplir les forces et les faiblesses de chacun. Et justement, tout au long du parcours que nous avons eu ensemble, j'ai pu également vérifier. Et effectivement, certains qui avaient mis certaines forces et certaines faiblesses, ça s'est ressenti dans votre travail. Ça s'est ressenti dans votre travail. Et j'ai vu également certaines choses que vous avez pu faire, que vous avez évolué. Il y a encore peut-être certains détails à régler, c'est-à-dire à vous améliorer. Et je vous encourage à ne pas voilà, baisser les bras. Si vous trouvez d'autres opportunités de formation, n'hésitez pas à participer. C'est toujours bien de vous perfectionner. Maintenant, si vous trouvez également des formations gratuites sur YouTube aussi par rapport à ce que vous voulez apprendre comme compétences, allez-y.
c'est toujours bien de se former. C'est vraiment toujours bien. Comme on dit, la formation, c'est un véritable investissement. On peut investir pour beaucoup de choses, mais quand on investit pour la connaissance, pour la formation, c'est quelque chose qui ne se gaspille pas. C'est quelque chose qui reste. Et c'est quelque chose qui va vous porter du fruit tôt ou tard. Et donc, n'hésitez pas à profiter de beaucoup d'autres formations. Voilà. Donc, je reste à votre disposition. De toute façon, si vous avez des questions, si vous avez voilà, des contributions, des apports, je reste à votre disposition. Et aussi, pour l'examen final, comme je l'ai dit, vous allez le composer, ce sera le vendredi. Vous allez composer et l'examen final va englober tout ce que vous avez vu depuis le début. Depuis le début jusqu'à ce jour. Ça va, voilà, ça va résumer un peu tout ça. Et on va vous évaluer, on va voir de façon générale ce que vous avez pu atteindre comme compétences. Donc, chaque formateur qui vous a eu a également évalué vos compétences. Voilà, ils ont fait des retours sur vos différentes compétences, ce que vous avez pu acquérir. Ils vous ont évalué. Et nous allons faire également une évaluation générale. Et donc, vous allez recevoir après, je pense d'ici lundi ou mardi, vous allez recevoir des relevés de notes de chacun. Dans le relevé de notes de chacun, il y aura les notes que vous avez eues dans chaque module. Vous allez également recevoir les évaluations finales voilà, de votre examen final. Vous allez également avoir un commentaire sur vos aptitudes. Vous allez également avoir une appréciation de votre taux d'absence ou de présence, parce que justement, le taux d'absence et de présence, on note ça également. Vous aurez un pourcentage dessus. Et c'est tout ça qui va voilà, contribuer pour vous donner la moyenne nécessaire, voilà, si vous validez ou pas votre formation. Et après, voilà, sur le bulletin, sur votre relevé de notes, on vous dira si vous avez validé ou pas. Et on vous dira, voilà, s'il y a des choses que vous devez faire de façon précise. Et également, dans l'évaluation, on choisira vraiment ceux qui ont validé, qui pourront participer justement au stage, parce que le stage de STEP, on prend les meilleurs. On prend les meilleurs. Comme vous avez vu, c'est un stage rémunérant et on rémunère vraiment tous ceux qui ont, c'est une façon de vous récompenser pour le travail fourni. Voilà. Donc, et ce stage-là, comme je l'ai bien précisé, vous devez être tout le temps là. Vous allez suivre les horaires de tout ce qui travaille à GOFA. Vous allez être là du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Et voilà, vous aurez des indications assez précises. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je reste disponible et n'hésitez pas vraiment, si vous avez besoin d'un de vos formateurs, de le contacter ou voilà, de poser d'autres questions que vous voulez. Donc, merci beaucoup. Merci à tous et on se revoit prochainement. À bientôt. Merci.